Je vous retrouve avec joie pour cette émission exceptionnelle consacrée sur la mort de Claude François, exclusivement sur YouTube. Je suis très heureux d'être face à cette caméra, de vous parler de la mort de Claude François en détail, et l'objectif de cette série d'émissions, c'est ce petit papillon Icare, si merveilleux de cette légende qui nous éclaire au plus près de la vérité. Un très beau film, souvenez-vous, avait été produit avec un acteur de génie, de charismatique, un acteur gigantesque du cinéma français qui avait notamment donné des répliques dans La Folie des Grandeurs à Louis de Funès. Je parle de Yves Montand. Yves Montand avait joué dans ce très beau film I comme Icare. Eh bien, dans cette série d'émissions, on se trouve dans le même sujet, I comme Icare. Essayez le plus possible d'approcher ce petit papillon magique et magnifique au plus près de cette électrocution et de voir ce qui est vrai, de ce qui est faux, ce qui a été caché, occulté parfois, ou tout simplement il y a aussi, on doit le dire, le secret médical. Et c'est très important de dire que chaque personne a le droit au secret médical, mais je pense qu'à un moment donné, ce secret devrait être levé dans certaines circonstances et même être rendu public quand ça touche autant de personnes. Des millions de Français se sont posé des questions. Comment est mort Claude François? Vous avez remarqué une très belle fille qui est en photo. C'est Marie-Thérèse que Claude surnommait Iceberg le glaçon parce qu'il pensait que face à certaines personnes, elle inspirait la froideur. C'est peu dire car je la trouve plutôt chaude d'apparence et même agréable, et pour moi elle ne m'inspire pas du tout la froideur. On est plutôt bien à son contact. J'ai voulu une émission sérieuse qui critique personne, qui juge personne, oui, qui ne juge personne, parlons français, et qui reste objectif. Parfois je peux faire un peu de suspicion, mais très douce et sans diffamation. C'est très très important. Aujourd'hui on va aborder cette émission très différemment des autres, parce que c'est vrai, j'ai reçu une lettre en émail de Monsieur Garcia. Donc bonjour Monsieur Garcia, on va parler un petit peu de vous. Je précise que je ne connais pas Monsieur Garcia et que je viens à peine de le connaître il y a quelques heures. Alors nous allons voir la jolie lettre qui m'a écrit. Je vais enlever Marie-Thérèse. Bonjour Monsieur Harriman. Tout d'abord je me présente, je m'appelle David Garcia. Et après vous avoir suivi sur plusieurs mois, je me suis décidé de m'abonner sur votre chaîne YouTube, Cloning Voice Marc Harriman. Je suis votre 200e abonné, j'attends un chiffre rond. Alors je précise, j'attendais, dit-il, un chiffre rond. En 2 mots, merci et bravo pour votre travail. Votre enquête sur Claude François amène à réflexion. Saura-t-on un jour où le corps se trouvait? Une interview récente de Fabien Lecoeuvre explique que les pompiers, je répète, explique que les pompiers l'ont allongé sur le sol du salon. Une autre fois, ils expliquaient qu'il était conscient et assis sur une chaise. Votre saison 2 a bien commencé ce jour, et je vous avoue qu'avec ma compagne, Céline, et mon fils, Giovanni, âgé de 12 ans, nous attendons avec impatience chaque jour votre nouvelle vidéo. C'est-à-dire vos nouvelles vidéos, puisqu'il a mis au pluriel. Nous nous sommes pris de passion pour vos vidéos instructives. Ça, c'est la partie A de la lettre, reçue sur ma Gmail. Donc, tout d'abord, un grand merci, et voyons la partie B.
À ce sujet, avez-vous posté la vidéo de la cuisine partie 3 ? Alors je vous réponds, patience, tout arrivera. Et surtout, vous êtes le seul à avoir parlé des bandes de studios brûlées dans l'incendie du moulin en 1973. Avez-vous des renseignements complémentaires sur ces titres ? Pour ma part, je pense que Claude avait enregistré des chansons de ces poulains. Dans tous les cas, encore bravo pour votre professionnalisme et merci pour l'ensemble de vos recherches. Bien cordialement, David, Céline et Giovanni Garcia. Un immense merci, Monsieur Garcia Giovanni. J'ai été étonné, c'est vrai, parce qu'on reçoit peu de courriers en privé, donc vous pouvez me joindre sur la Gmail, et ça m'a fait énormément plaisir. Je m'excuse d'avoir rendu cette lettre publique, mais c'était important de le faire, pour diverses raisons, parce que vous posez des questions intéressantes. Sur Fabien Lecoeuvre, il y a des aspects qui m'intéressent beaucoup. Et puis il n'y a pas que ça, il y a les questions sur le moulin, par exemple, que vous m'avez posées, et j'ai décidé de répondre donc à peu près toutes vos questions d'ensemble dans cette émission exceptionnelle consacrée à un abonné qui nous a suivis, qui est Monsieur Garcia Giovanni. Alors bienvenue à vous et votre famille, et puis ça me fait vraiment plaisir que 3 personnes nous suivent à partir d'un abonnement, c'est-à-dire sur YouTube. Je le précise, parfois c'est vrai, on a un abonné, mais il y a 3 personnes derrière. Donc c'est-à-dire... Oui, c'est important parce qu'en 1973, Monsieur Garcia, je dois vous le dire, il y a eu un incendie au moulin et une des rumeurs qui a été dite surtout ces derniers temps par mon coco c'est Claude François Junior, on va voir une photo ici de lui, et son petit frère Jean-Marc, et puis nous allons le voir en grand. Ça, c'est des photos qui datent quand même quand ils étaient petits garçons. Alors Claude François Junior se trouve à gauche et Jean-Marc à droite. Alors la main qui est du côté de Jean-Marc, près de son oreille, c'est la main de mon coco. Coco, lui, est à gauche. C'était très difficile pour les gens de différencier ces deux enfants qui se ressemblent quand même beaucoup. Mais de près, comme ça, on fait quand même la différence. Claude François Junior donc a été averti il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques heures, que je donnais une nouvelle émission sur son papa. Il a reçu ce message sur son téléphone privé. C'est important pour lui, qui était petit garçon, de comprendre tout ce mécanisme un peu effrayant pour un enfant qui est écarté de l'enterrement de Claude François tout de même, écarté de ses funérailles, et sans doute écarté de bien plus. Selon des révélations, ces enfants n'ont jamais vu Claude François mort, puisque leur mère aurait même interdit d'ouvrir le cercueil et de montrer leur papa mort. Alors là, je suis prudent, c'est ce qui est dit. Peut-être qu'un jour on nous dira qu'il l'avait quand même vu, ils lui ont fait une bise. Mais c'est ce qui est dit, on devait le dire. C'est vrai que cet incendie au moulin a été un vrai problème. Tout d'abord en 1973, Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie, je vous explique, Monsieur Garcia, la vraie histoire est complète, téléphone à Claude François et explique de vite revenir au moulin, il y a urgence, un feu, un départ d'incendie, on ne sait pas si c'est criminel ou accidentel, ravage le moulin. Quand on dit qu'il ravage, je peux vous dire qu'il ravage le moulin puisque je suis venu avec des preuves photographiques. Et j'ai apporté même quelques photos inédites jamais publiées. Claude était avec sa nouvelle compagne qui s'appelait Sophia, qui était donc un mannequin, une gentille fille dont il passera même ses vacances avec Coco, donc et oui, dans un autre pays à l'étranger, près de la Russie d'ailleurs. Et il entend au téléphone que son moulin est en feu, mais curieusement, malgré que tout est ravagé, tout brûle, eh bien il décide de ne pas venir. Et malgré que Isabelle, de son vrai nom Jeanne-Marie Forêt, insiste en expliquant à Claude qu'il serait important de venir au moulin l'aider,
il refuse catégoriquement de se déplacer. Je pense que une des erreurs principales de la maman de Coco et Marc, c'est d'avoir présenté les choses sous le mauvais aspect. Il aurait été plus intelligent de dire, je ne dis pas qu'elle est bête, hein, rassurez-vous, Claude, il y a tes enregistrements, ils vont brûler, on en a sauvé certains, mais pas tous, déplace-toi. Quand Isabelle est au téléphone face à Claude, c'est pas ce qu'elle lui dit. Elle lui dit qu'elle a sauvé les tapis, qu'elle a sauvé les meubles, qu'elle a sauvé certains vêtements, mais bref, ne passe pas à l'essentiel. Ce qui intéresse Claude François, c'est quoi? C'est sa musique. C'est toutes ses chansons, c'est ses inédits. Justement, dans votre lettre, vous m'interpellez sur les inédits et c'est très intéressant. J'ai voulu répondre et je crois, sans prétention, vous donner la plus grande réponse qui n'a jamais été donnée sur la question. Alors profitez-en, parce que même mon coco va être très surpris de ma réponse. Selon la rumeur publique, on doit le dire, de Claude François Junior lui-même, il y aurait eu des inédits, principalement des chansons chantées, qui étaient des chansons, on va le dire, d'Alain Chamfort, on doit le dire, et Alain Chamfort, qui était donc produit pour certaines chansons, était le poulain officiel de Claude François. D'ailleurs, je salue Alain Chamfort parce que je l'aime beaucoup. Il a une très belle voix et je vais lui faire un compliment. Alors, ça va pas plaire aux fans de Claude François, mais j'ai une petite préférence quand même au sujet de L'amour en France pour la version originale de Chamfort, et celle de Claude, je la trouve un peu agressive. Mais bon, ça ne veut pas dire que j'aime pas les chansons de Claude, elles sont très belles, au contraire. Mais là, c'était peut-être pas le bon costume, comme disait Claude, il disait « la chanson ne va pas, je porte pas le costume, abandonnons ». C'est vrai que c'est la rumeur, monsieur Garcia, et je vous réponds qu'il y avait dans ce moulin des chansons qui étaient exclusivement de ces poulains. C'est pas si vrai, premièrement. Non, je vais vous dire la vraie histoire. Mais il y avait entre autres des chansons de ces poulains, et c'est tout de même vrai aussi. Le vrai problème d'une chanson en particulier, c'est L'amour en France. L'amour en France, qui est une chanson inédite que Claude a enregistrée peut-être comme bande-test pour son poulain Alain Chamfort, on n'a pas sa version, ou tout simplement parce qu'il aimait la chanson, il s'est fait une petite version pour lui, ou tout simplement il pensait la chanter pour lui, et puis finalement l'a laissé à Chamfort. Quoi qu'il en soit, il a chanté L'amour en France. Et oui, il a chanté L'amour en France, donc il y avait un inédit dans ce moulin, c'est L'amour en France. Alors que ces enregistrements étaient censés avoir disparu complètement, étant brûlés par les flammes et par l'histoire, on a vu après la mort de Claude François un étrange enregistrement surgir de Claude François Junior lui-même, L'amour en France, chanté par Claude François, que vous trouverez, je pense, sur YouTube. Un inédit. Quel est le problème? Le problème est que Jeanne-Marie, et je fais que des suspicions et pas d'accusations, parce que c'est une fille quand même belle, gentille, et on ne doit pas la salir publiquement, on doit respecter tous les gens. Jeanne-Marie expliquait à Claude François de venir, elle cherchait à séparer Claude François de Sophia, et elle expliquera très bien dans son livre qu'elle ne voulait plus de cette relation entre Sophia et Claude, et qu'elle espérait vraiment qu'il vienne ce jour-là. Et il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce qu'elle a sauvé tout, sauf ses enregistrements. Enfin, si vous aimez Claude François, pensez à sauver ses enregistrements privés plutôt qu'à sauver ses tapis. Un tapis se rachète, un enregistrement privé coûte cher, il y a des musiciens, il y a des répétitions, c'est très long. Claude passait des heures, il était très perfectionniste. Croyez-moi qu'il a beaucoup plus pleuré ses enregistrements que tout le reste. Oui, Claude était un perfectionniste et il pouvait pleurer des enregistrements plutôt que pleurer son tapis oriental qu'il pouvait racheter dans tous les magasins du coin de sa rue. Parce qu'on ne peut pas dire que à Paris, ça manque. Des magasins orientaux où on trouve du thé vert et des tapis. Non, en plus, ce n'étaient pas des tapis de grande valeur non plus, on doit le dire. Mais Isabelle, c'est-à-dire Jeanne-Marie Forêt, voulait vraiment séparer Claude de Sophia et espérait, dans cet incendie, qu'il vienne vers elle, qu'il quitte Sophia et même peut-être se réconcilier.
c'est un peu normal, on doit se mettre à sa place. Elle avait sur ses bras 2 petits-enfants, très petits, Coco et Marc, et c'était naturel que Claude François s'intéresse et à ses enfants, et puis aussi à Isabelle, c'est-à-dire Jeanne-Marie. Et je pense que quelque part, cet incendie qu'on dira criminel, moi je dirais plutôt un incendie passionnel, qui serait plus proche de la vérité. On parle toujours d'incendie criminel, jamais d'incendie passionnel. Et là, comme ça va permettre peut-être à la police de penser parfois que certains incendies sont avant tout passionnels plutôt que criminels. Mais avant de parler de cet incendie, M. Garcia, on doit dire comment est arrivé cet incendie avant de voir ces photos terribles. Tout est arrivé, c'est pas dit sur les sites sociaux, par le frère de Jeanne-Marie qui s'appelle Raymond. Raymond, était une personne assez gentille, c'est vrai, plutôt aussi charismatique, qui s'occupait pendant un moment de Coco et Marc, parce que c'est vrai que sa sœur ne pouvait pas s'en occuper. S'occuper de 2 enfants, c'était compliqué, donc Raymond avait la charge des enfants, si vous voulez, une sorte de tutelle, et dans cette sorte de tutelle, il emmenait Coco un peu partout. Et un jour, quand il a emmené Coco à un spectacle, Claude François s'est énormément fâché contre Raymond, a pris un seau d'eau et lui a jeté sur la tête. On pense que ce geste qui a été fait parce que Claude François reprochait à Raymond finalement d'être l'auteur de cet incendie. Pourquoi ? Parce que c'est Raymond qui va découvrir en 1973 que l'incendie a commencé dans le moulin de Claude François, dans une partie de la chaufferie. Cet incendie assez étrange qui a commencé, il est le premier à détecter l'incendie et à prévenir et même à annoncer l'alerte. Mais Claude, qui avait déjà des petites tensions avec Raymond, n'a pas vu cela comme une sorte d'alerte amicale, mais plutôt comme une sorte de complot contre lui. Vous savez, Claude était égyptien, parfois il avait une vision que les gens complotaient contre lui, c'était pas toujours vrai. Et puis, Isabelle voulait tellement, c'est vrai, c'est-à-dire de son vrai nom Jeanne-Marie, cette séparation entre Sophia et lui-même, que lui a interprété cet incendie tout à fait autrement que la plupart des gens qui vont lire dans la presse. Ainsi disparaît ce jour-là des enregistrements inédits de Claude François. Vous avez raison, Monsieur Garcia, d'ailleurs c'est un joli prénom. Dans ces enregistrements, il y avait, c'est vrai, des chansons que Claude a chantées de ses poulains. On va dire Alain Chamfort, on va donner un titre très précis, L'amour en France. Voilà, comme ça on est très précis. Cette chanson, donc, qui a brûlé, disparu, va réapparaître après sa mort dans la collection officielle du fils de Claude François, qui laisse quand même penser que sa mère, ou peut-être Raymond, ont eux-mêmes brûlé ce moulin et avant de tout brûler, ont récupéré ces inédits. Oui, parce qu'on ne voit pas comment cet inédit est réapparu alors qu'il avait brûlé tout de même. Mais comme je l'ai dit, pas de diffamation, on salit personne, il existe des incendies criminels, et puis il existe parfois les incendies du cœur, ceux qui sont passionnels, parce qu'on aime profondément une personne, on essaie de l'attirer à soi, de faire revenir l'être aimé, et on est prêt à tout pour ça, comme dans son livre, où Jeanne-Marie expliquera qu'elle avait même acheté une arme à feu, pensant même tuer avec une arme à feu Sophia, pour arriver à la séparer de Claude François. Donc si on est capable de ça, on est capable d'un incendie passionnel. Bien entendu, je pense avoir répondu à cette question d'une façon profonde. Mais je n'accuse personne parce que, sans preuve, on n'a pas le droit d'accuser les gens. Il y a des lois en France. Mais en ce qui concerne ces enregistrements, non, en fait, M. Garcia, il n'y avait pas que des enregistrements que Claude aurait fait sur ses poulains. C'est un peu plus vaste. Claude avait prévu, et c'est très très compliqué, on doit le dire aujourd'hui, qu'il pourrait éventuellement mourir jeune. C'est-à-dire avant ses 50 ans. De toute façon, il avait dit que quoi qu'il arrive, il ne chanterait plus à 50 ans sur scène et se retirait aux alentours de 49 ans. Claude a expliqué que dans ses enregistrements inédits, il y avait des chansons post-mortem, donc je vous réponds, Monsieur Garcia, ces chansons post-mortem devaient représenter 4 à 5 albums inédits,
de chansons complètement inédites qui avaient été faits, produits et créés dans un but ultime en cas d'accident ou de crime, ou de ce que vous voulez, dans le cas où Claude mourrait. Il avait donc prévu des albums post-mortem. On peut donner un titre qui a complètement disparu, New York 31, qui n'existe plus nulle part. J'ai donné un titre qui a disparu. D'ailleurs, New York 31 devait être programmé sur un 33 tours posthume et il n'est jamais sorti. Mais ces enregistrements, articulons bien, existent. Non seulement ils existent encore quelque part, mais un jour ils feront leur réapparition d'une façon totale. On a vu d'ailleurs dans la collection officielle de Claude François Junior beaucoup d'inédits, mais on voit quand même ce sont des inédits de bande. Qu'est-ce que j'appelle ça? Des versions alternatives de chansons qui sont déjà les mêmes. Et ainsi ces versions alternatives existaient, c'est vrai, dans les entreprises de Claude. On doit dire qu'il y a eu des bandes qui ont été volées dans l'appartement de Claude François le jour de sa mort et des bandes qui ont été volées dans son bureau. C'est important, dans son bureau et même dans son moulin. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'inédits. Et puis Monsieur Garcia, je réponds aussi sur la mort de Claude, puisqu'on fait une émission exceptionnelle qui parle de Marie-Thérèse. On parle beaucoup du 11 mars 1978, du rendez-vous que Claude avait avec Michel Drucker, mais on ne parle pas finalement de l'essentiel. C'est-à-dire du rendez-vous qu'il avait dans une station de radio pour une émission spéciale, les Favinettes. Claude qui avait 7-8 Favinettes devant sa porte de son bureau, avait décidé, puisque ça devenait un mouvement populaire féminin, de leur consacrer une spéciale émission de radio. Étrangement, dans la mort de Claude François, tout le monde parle de ce rendez-vous auprès de Michel Drucker. On donne une heure, il devait être à telle heure, 14 heures, dit-on. C'est pas si vrai. La générale était à 16 heures, et finalement, l'enregistrement de l'émission était à 17 heures, le 11 mars, le samedi. Il avait tranquillement 3 heures pour s'y rendre en tout, parce que Claude pouvait tout à fait répéter Alexandrie et Alexandra chez lui, puisque c'est cette chanson qu'il devait danser avec les Claudettes. Et d'ailleurs, elle nous le dit, Marie-Thérèse, Claude avait commencé à passer son disque en boucle, Alexandrie et Alexandra, elle était agacée, donc il répétait déjà. Il se préparait pour cette émission. Mais ce qui n'a pas été dit sur ce jour-là, c'est qu'il n'avait pas qu'une émission avec Michel Drucker, mais il avait une émission de radio, Les Favinettes. Et ça a été caché et aujourd'hui personne n'en parle. Ainsi Claude devait enregistrer une émission qui s'appelait Les Favinettes. Il devait se rendre ensuite à son appartement vers 8h le soir, avait prévu un dîner au boulevard Exelmans, ça aussi ça a été caché, donc 7h30, 9h, et ensuite il avait prévu une réception à 10h au Moulin. Tout ça, ça devait être dit parce que c'est vrai qu'il y a eu de la confusion dans la mort de Claude François. Un journaliste explique d'ailleurs dans le journal télévisé de sa mort que Claude avait donc un dîner en soirée au boulevard Exelmans, mais il ne donne pas d'explication. Il y avait un petit dîner qui était prévu, c'est clair, et à la fin de ce dîner, tout le monde devait partir au Moulin pour arriver vers 10h le soir. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus clair. Ça a répondu sur la question. Oui, sur Marie-Thérèse, je l'ai laissé parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant. Nous savons dans Marie-Thérèse, dans ce DVD qui est quelque part par là, qui doit traîner, voilà, qui est là. Nous savons dans ce DVD que Marie-Thérèse explique clairement, je vais reposer juste un livre pour pas que ça me gêne. Je m'excuse une seconde, je replace la souris de mon PC. Voilà, je préfère que tout soit parfaitement bien placé. Et donc, Marie-Thérèse explique dans ce DVD de Fabien Lecoeuvre qu'elle a traîné avec Kathleen le corps de Claude pour le poser sur un tapis. En effet, Claude avait un tapis dans son appartement du 46 boulevard Exelmans, mais également, ça n'a jamais été dit, un grand tapis oriental, mais très très grand, devant son lit du Moulin d'Annemois. Et ça n'a pas été expliqué. On a souvent dit que Claude n'était pas mort chez lui, il aurait pu mourir ailleurs. Il aurait pu mourir en effet au Moulin d'Annemois. Et l'histoire de l'électrocution, je le dis à M. Garcia, pourrait être complètement vraie si cette électrocution avait eu lieu au Moulin, puisqu'il avait une panne électrique cette nuit-là.
et qu'il a été prévenu à son arrivée qu'il avait une panne spéciale qui n'était pas prévue et il a voulu que ça soit vite réparé pour ces petits poissons qui avaient besoin d'oxygène. À ce moment-là, si Claude, en pleine nuit, avait fait 50 km avec sa Mercedes, était arrivé dans son moulin, avait remis lui-même l'électricité pour sauver la vie de ces poissons, alors il aurait pu s'électrocuter sur une ligne à haute tension. Puisque pour remettre l'électricité au moulin, c'était de la haute tension. Chose qui n'est pas le cas de son appartement. Ainsi, il se serait carbonisé les doigts sur une haute tension dans son moulin. Puis, il aurait quand même réussi à reprendre ses esprits, reprendre son souffle, n'aurait pas appelé les secours, aurait refait le chemin du moulin jusqu'à son appartement, serait arrivé un peu cassé en deux, serait passé dans la salle de bain, et finalement Marie-Thérèse, qui avait le double de ses clés, aurait ouvert la porte et l'aurait découvert pratiquement mort. Là, si vous présentez les choses comme ça, et qu'on nous dit un jour que ça s'est passé comme ça expliquerait pourquoi le corps a été déplacé. Car effectivement, Monsieur Garcia, vous avez raison, le corps de Claude François, à un moment donné, a été déplacé. Au sujet d'une autre interrogation que vous avez qui m'a beaucoup passionné dans votre lettre, c'est le fait que les pompiers, on dit les pompiers, c'est ce que vous avez écrit, ont déplacé le corps de Claude de sa chambre jusque dans le salon. Tout d'abord, on va éclaircir la situation. Dans la version la plus ancienne, il n'y a pas de pompiers au pluriel. C'est important de le dire. Ça, c'est une version moderne de la mort de Claude. Car dans la version ancienne, il s'agit d'un seul pompier, on est formel, qui arrive seul avec son brancard et il était tout seul. Il a été tout seul, il était même ennuyé, il n'avait personne pour l'aider, il a dû lui-même bouger son électrocardiogramme, ses fils, pour que tout fasse contact, remettre lui-même les électrodes avant de faire le massage cardiaque. Il était tout seul, on a son témoignage. Et oui, parce que s'il y avait eu plusieurs personnes, on aurait commencé déjà par demander à une personne de vérifier tout ça, plutôt que lui se tape tout le boulot. Ça, c'était très important à dire. Il a dit dans une version qu'il était tout seul. Après, c'est vrai, ils ont appelé du renfort, et c'est lui qui a appelé du renfort, et c'est pas Marie-Thérèse. C'est lui qui l'a fait, et il était tout seul. Dans la version de Marie-Thérèse, elle nous a longtemps expliqué, dans une première version, qu'elle était à la cuisine. Puis elle a ouvert la porte aux pompiers, elle ou Kathleen, c'est difficile à dire. Le pompier, dans une première version, était effectivement devant la porte, tout en haut, à cogner chez Claude François, et donc une des deux femmes a ouvert la porte. Dans la version moderne, tout change. Le pompier est en bas, Marie-Thérèse se trouve en bas et lui indique le haut de l'appartement. Bon. Dans la version moderne, il y a plusieurs pompiers. Dans la version ancienne, il n'y en a qu'un. Ce qui est plus logique qu'il n'y en ait qu'un seul. Dans la version moderne, Marie-Thérèse a traîné le corps de Claude François pour le mettre sur le tapis. Dans la vraie version du film de Samy Pavel, ça s'est jamais passé comme ça. Kathleen a porté seule le corps de Claude, l'a déposé sur le lit, on le précise, puis a couru chercher Marie-Thérèse, lui a dit d'appeler les secours et est revenue en courant s'occuper de Claude. Ça, c'est la version où Marie-Thérèse n'est même pas dans le témoignage. Marie-Thérèse n'a servi qu'à appeler les secours. Marie-Thérèse avait les clés de l'appartement de Claude François et en fait dans la vraie histoire, en ouvrant l'appartement, elle a peut-être tout simplement découvert pratiquement mort. Et personne ne sait même peut-être ce qui s'est passé dans cet appartement et tout aurait été entièrement inventé. C'est-à-dire n'ayant aucun témoin, ne sachant pas quoi dire, Marie-Thérèse aurait demandé alors à Kathleen un second témoin. Mais l'histoire pourrait être tout inverse. Kathleen, en effet, explique dans le film de Samy Pavel qu'elle était sur la terrasse, au soleil, avec Claude François. On doit savoir, Monsieur Garcia, que Claude François a pris 2 petits déjeuners, ce qui est quand même assez gros dans la mort de Claude François. C'est pour ça que cette émission est intéressante. Marie-Thérèse nous explique dans la version moderne, je vais montrer le DVD, je ne vais pas le remontrer à chaque fois, un DVD Fabien Lecoeuvre, que Claude lui a dit qu'il se préparait pour lui et pour elle un petit déjeuner, préparer un petit déjeuner. Mais dans le film de Samy Pavel, comme dans les confidences de Lucia, sa mère, elle explique que Claude lui a dit au téléphone qu'il était sur une terrasse, qu'il avait pris un bain de soleil avec Kathleen et qu'il avait pris son petit déjeuner. Il avait déjà pris son petit déjeuner. Alors on est un petit peu étonné de la version de Marie-Thérèse qui nous explique que quand elle est arrivée, Claude lui explique qu'il se prépare un petit déjeuner pour lui
Et pour elle, enfin il dit pour elle, c'est vrai qu'il ne dit pas pour lui, mais elle dit dans une autre version qu'il mangeait du caviar devant elle. On est étonné qu'il mangeait du caviar puisqu'il avait terminé son petit déjeuner et même téléphoné 10 minutes à sa mère. Si vous voulez des précisions sur la mort de Claude François, c'est peut-être cette série d'émissions que vous devez voir, hein. Je le dis à tous les fans, tous les gens qui aiment Claude, c'est peut-être le moment quand même de vous connecter et d'essayer d'y voir clair. Parce que la mort de Claude François, on doit le dire à tous ceux qui aiment Claude, elle n'est pas claire cette mort. Et pour la rendre plus claire, même un film de cinéma devrait être fait. Claude François, sa mort, un long film de 2h30, et puis qu'on parle en profondeur de sa mort. C'est un film de cinéma qu'il faut faire, c'est même pas en parler sur YouTube. Et même à la limite, je le dis à Fabien Lecoeuf que j'aime infiniment, il sait que je l'aime beaucoup, on aurait dû consacrer toute une série d'émissions à Claude sur sa mort et réunir tous les témoins, tous les témoignages, tous les gens qui l'ont vu et faire une série d'émissions exclusivement basées là-dessus. Et même une grande chaîne de télévision aurait dû peut-être proposer ce genre des émissions que je propose moi en prototype. Là, je vous montre une émission prototype qui pourrait tout à fait être un petit peu revu par une grande chaîne de télévision où ils pourraient mettre leurs animateurs et puis reproposer le même style d'émission autrement. Moi, j'ai pas besoin d'être une sorte d'animateur de télé. Je suis très très bien sur YouTube, où YouTube nous popularise dans le monde entier. C'était important de répondre à cela. Alors, j'ai pas fini de vous répondre, Monsieur Garcia, parce que votre lettre m'a beaucoup intéressé et je vous remercie publiquement. Vous m'avez dit dans votre lettre quelque chose qui était très très intéressant, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, regardez bien cette vidéo, essayez même de vous la télécharger, ça vous fera un beau souvenir. Mais, vous me dites dans votre lettre, quelque chose qui m'a intéressé. Vous expliquez que les pompiers, alors je précise qu'il y a avec un seul pompier, mais on va dire les pompiers parce que c'est la version moderne, hein. On n'est plus à une histoire près sur la mort de Claude, on n'est plus à une fabrication près de la part de son entourage, je ne parle pas de Marie-Thérèse, c'est plus compliqué, mais les pompiers, et moi je sais c'est un seul pompier, a déplacé le corps de Claude dans le salon. C'est important de dire, Monsieur Garcia, que Marie-Thérèse et Kathleen ont bien expliqué dans divers témoignages qu'elles se trouvaient dans le salon et qu'elles attendaient que le pompier vienne, sorte de la chambre pour leur annoncer si Claude François allait s'en sortir. On est alors un petit peu étonné de la version de Fabien Lecoeuf que les pompiers ont déposé le corps de Claude François dans un salon, alors que dans le salon, pendant des années, on nous a dit que le corps ne se trouvait pas là. Il se trouvait dans une chambre avec le pompier qui est sorti de la chambre pour annoncer à Marie-Thérèse et Kathleen que tout était fini, que Claude François était mort. Marie-Thérèse et Kathleen ont expliqué qu'elles étaient dans le salon, elles attendaient que le pompier leur donne une indication. Est-il mort? Va-t-il s'en sortir? Que faire? Alors, on est étonné de cette version moderne, que finalement les pompiers auraient déplacé le corps pour le mettre dans le salon. Mais l'histoire pourrait être vraie. Pourquoi? Parce que imaginons que les pompiers aient déplacé ce corps, c'est pas si fou, cette version moderne. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est assez compliqué. La chambre de Claude François, contrairement à ce que vous pensez, elle n'est pas très grande. Et les pompiers qui étaient sur place, puisqu'on dit les pompiers, mais c'est un pompier seulement, a expliqué. Lui, il n'a pas dit que la chambre était petite, mais il a expliqué qu'il est entré dans la chambre. Et oui, à un moment donné, il est entré dans cette chambre, il n'a pas eu le choix. Mais cette chambre, Michel Drucker pourrait vous dire, elle est petite, cette chambre. Il avait visité cette chambre, il avait été étonné. Il ne savait pas qu'au 46 boulevard Exelmans, sa chambre était petite. Quand on a un duplex de 2 étages, on s'étonne quand même, enfin c'est un duplex qui ressemble à un 2 étages finalement, on s'étonne que sur ce duplex, on ait une chambre toute petite. C'est bizarre, mais c'est comme ça, parce que Claude se passionnait pour recevoir ses amis, tout devait être grand et grandiose pour eux, et pour lui finalement, tout était plus petit. Sans doute qu'il aimait quand même suffisamment les gens pour que tout soit beaucoup plus grand pour les recevoir comme les orientaux, plutôt que pour lui sa chambre toute petite. Il est vrai, Monsieur Garcia, je vous réponds, qu'à un moment donné, Fabien Lecoeuf doit quand même dire une partie de la vérité. Il n'a pas le choix, parce qu'on n'imagine pas que les pompiers, c'est-à-dire un pompier, je précise, ça c'est la véritable version ancienne, on va préciser la version ancienne et pas moderne. Le pompier, l'unique pompier, qui est venu seul avec son brancard, eh bien il était un peu étroit dans cette chambre,
car elle est petite. Claude était sur un tapis, il n'y a pas beaucoup d'espace pour poser un électrocardiogramme. Dans la première version, l'électro a été posé dans la salle de bain, je précise. Il précisera même que la salle de bain n'était pas très éclairée et qu'il a dû, à un moment donné, il a fallu remettre l'électricité et puis qu'il a dû rebrancher son électro parce que rien ne marchait, que les électrodes n'étaient pas précises, qu'il n'était pas sûr que Claude était mort parce que son électrocardiogramme lui avait joué les tours et même avait annoncé des gens, on doit le dire, morts. Alors qu'ils étaient en vie. Heureusement qu'on n'a pas enterré ces gens-là. Quel drame. C'est pour ça aussi que l'hôpital va envoyer 2 experts de la réanimation en soirée. Parce que l'histoire du pompier a un peu inquiété l'hôpital. Quand il explique toute son histoire, que son électro marche pas et tout, ils ont envoyé quand même dans la soirée 2 experts, se disant, attention, est-ce qu'on va pas enterrer quelqu'un vivant ? C'est la question. Eh oui, la question qui se posait, je m'excuse si la caméra clignote, c'est va-t-on enterrer quelqu'un qui est mort ou va-t-on enterrer un homme qui est en vie ? Donc 2 experts de la réanimation arrivent en pleine soirée, commandités par un hôpital quand même, c'est pas rien. Alors quand on nous dit que tous les médecins avaient annoncé mort Claude François, il était embaumé, racontez pas des histoires, il était ni embaumé ni totalement mort, on savait pas vraiment. Même l'hôpital n'avait pas de certitude. Malgré tout ce qui avait été dit, ils vont quand même envoyer 2 experts, mais il fait nuit, tout le monde est parti. Que font ces 2 experts à une telle heure ? Ça n'a même pas de sens dans le scénario. Mais Monsieur Garcia, je conclus cette émission qui j'espère aura passionné un peu les fidèles de la chaîne, c'est que évidemment qu'à un moment donné, le pompier, puisqu'on doit parler de la première version et passer à l'actuelle, a dû déplacer le corps, visiblement dans le salon, parce que la chambre est étroite et petite. Et c'est vrai que c'est pas l'idéal. On ne peut pas faire un massage cardiaque sur le lit, puisque ça ne fonctionnerait pas. On l'a vu avec la mort de Michael Jackson. C'est au départ ce qui a été reproché au docteur Murray, c'est d'avoir fait un massage cardiaque sur le lit, expliquant que finalement il n'y avait aucune chance de le sauver. On va pas parler de la mort de Michael Jackson, c'est plus compliqué. Mais dans la mort de Claude, il est évident que ce pompier qui était tout seul avec un brancard et son électro qui marchait pas, d'ailleurs il a expliqué qu'il était obligé de tout revoir les branchements, et il était seul. Il avait personne pour l'aider. La première version, c'est la plus authentique. C'est pas les versions actuelles édulcorées. Pourquoi les versions actuelles sont édulcorées ? Mais je vais terminer d'abord l'exposé sur le pompier qui déplace le corps. Il est évident, Monsieur Garcia, que le corps a de grandes chances d'avoir été déplacé entre la chambre et le salon parce que la chambre est petite. Et donc, comme sa chambre est petite, un pompier a besoin d'espace. On sait qu'il travaille avec beaucoup d'espace. Ils aiment aussi que la chambre soit oxygénée. Et donc, si un pompier voit quelqu'un dans une chambre un peu petite, ça manque d'oxygène. C'est difficile de faire un bouche à bouche à quelqu'un dans une chambre assez petite où il y a un manque d'oxygène. Pourtant, dans la version du pompier, quand il arrive, il explique qu'il n'a pas déplacé le corps de Claude. Non, on a toutes les versions, il n'a pas déplacé son corps. Ça, c'est Fabien Lecoeuvre qui l'a dit dans un livre. Il n'a pas déplacé le corps dans ces versions, il a posé l'électrocardiogramme, a essayé de voir ce qui se passait, avait un pouls faible, il va faire un bouche à bouche, le corps n'est pas déplacé. On a le témoignage précis, le corps n'a pas été déplacé. Autre problème, et le massage cardiaque a été fait dans un lieu étroit, en manque d'oxygène. Donc il est évident qu'à un moment donné, Monsieur Garcia, vous devez avoir raison, et Fabien Lecoeuvre aussi, le corps a été déplacé de la chambre jusqu'au salon. On doit rester logique dans le scénario. Il est évident que les pompiers sont des professionnels, ils se sont dit quand même, c'est un peu étroit, ça manque d'oxygène, on va déplacer le corps et on va le mettre plutôt dans le salon. À ce moment-là, on doit penser que Marie-Thérèse et Kathleen sont parties se réfugier dans la cuisine, peut-être sur la demande des pompiers qui ne voulaient pas faire voir à ces 2 femmes ça, parce que c'est terrible. Un massage cardiaque, c'est quelque chose qui n'est pas beau à voir. Donc, mesdames, on a déplacé le corps, veuillez sortir, aller à la cuisine, partez quelque part. Quand on l'aura sauvé, on viendra. Allez, laissez-nous travailler. Forcément que ce pompier a dû demander à Marie-Thérèse et Kathleen de s'éloigner un peu. Pourquoi pas même de retourner sur la terrasse, hein ? Pourquoi pas ? Bon, on n'ira pas jusque-là, mais disons au moins retourner dans la cuisine d'où elle venait de toute façon. Oui, c'est évident qu'à un moment donné, à cause de l'espace d'oxygène réduit, il est évident que le corps a été sans doute transféré dans le salon et que la version de Lecoeuvre est forcément vraie. On ne peut pas dire qu'elle est fausse. Mais le problème de cette version, c'est qu'elle arrive maintenant seulement.
Presque 50 ans après les faits, on aurait eu envie que cette version, elle soit dite immédiatement, et qu'on n'attende pas 90 ans pour savoir la vraie mort de Claude François. Autre problème malgré tout dans la version actuelle de la mort de Claude, et c'est la conclusion de cette émission qui était réservée en réponse à M. Garcia et son très beau courrier. On va voir en clôture de cette émission le moulin en feu de Dan Moy, de Claude François. Mais avant, on termine, c'est important. On doit comprendre que Claude se trouvait dans sa chambre. Il était sur le tapis, selon Marie-Thérèse. Le corps aurait donc été transporté dans le salon, selon le pompier. Selon la première version et toutes les versions qu'il a données, le corps était dans la salle de bain, dans d'autres, le corps est ailleurs. Bon, même une version, il est sur le lit, le corps. Puisque n'oublions pas que le docteur Elbaz expliquera que le corps était sur le lit, et même d'autres témoins expliqueront que Claude était sur le lit, et ni dans le salon, ni dans la salle de bain, ni même sur un tapis. Dans la version de Kathleen de Samy Pavel, il n'est pas sur un tapis. Marie-Thérèse n'a jamais traîné un corps sur un tapis. Claude est allongé sur son lit de mort. Dans toutes les versions de Kathleen, on peut en trouver plein. C'est elle seule qui a allongé Claude sur son lit de mort. Mais au sujet de ce pompier, on est évidemment interloqué par un problème moderne sur la mort de Claude François qui est une énigme, qui pourrait être une énigme même pour tout le SAMU français. Et moi je pose cette énigme à tout le SAMU, c'est-à-dire tous les secouristes français. On nous explique que le pompier, c'est lui-même qui l'a dit, a vu et entendu et même scanné avec son électrocardiogramme que l'arrêt du cœur de Claude a été à un moment donné complet, c'est-à-dire total. Puis il a massé le cœur et fait repartir le cœur 1 minute 30 environ. Certaines versions 1 minute 35. On s'en fout. Je veux dire, on s'en fout qu'il a fait repartir le cœur 1 minute 35. Je pense quand même que quand on fait un massage cardiaque, c'est dur de regarder la montre et en même temps de voir que ça dure tout ça 1 minute 35. Mais bref, passons les détails, parce que si on va aussi loin, ça pourrait devenir complexe l'histoire. Mais en tous les cas, le pompier nous dit quelque chose d'intéressant. Après que le massage cardiaque a été fait, il a fait repartir le cœur, puis il y a eu un second arrêt cardiaque. Et là, alors, on s'étonne. Et je pense que tous les pompiers de France vont s'étonner, tous les secouristes, tous les gens de carrière. Comment ce pompier a-t-il mis un homme sur une chaise, qu'il soit Claude François ou alors quelqu'un d'autre, on s'en fout, parce que un pompier, c'est un pompier, il sauve une vie, que ce soit celle de Claude ou un autre, il sauve une vie. Comment, après un arrêt du cœur complet, a-t-il mis sur une chaise Claude François ? Alors que tous les pompiers vous diront au SAMU de Paris, comme aux secouristes si vous téléphonez, quand il y a un arrêt complet du cœur, on ne déplace pas un corps, on ne le soulève pas, on ne le met pas sur une chaise, on va le transférer délicatement sur une civière, parce que le cœur a été arrêté complètement, on évite de trop le bouger, et même on le déplace très délicatement. Très délicatement. Mais voilà qu'après un arrêt du cœur complet, il décide de le mettre sur une chaise. Oui, sur une chaise. Et Claude aurait même pleuré ce jour-là, bafouillé un peu, dit des choses qu'on ne comprenait pas, et il se serait mis à pleurer. Voilà, il a même pleuré. C'est des détails de Fabien Lecoeuvre très précis. Mais ce qui ne va pas dans la version moderne du pompier, les pompiers ou ce que vous voulez, c'est que si c'est les pompiers, c'est encore plus grave, si c'est au pluriel. Parce que dans ce cas-là, c'est pas un pompier, ça serait 2, ça serait 3, ça serait 4, ça serait pourquoi pas 7 pompiers. Et sur les 7 pompiers, on n'aurait pas un seul pompier qui connaît la réglementation des urgences de Paris. Qu'en cas d'arrêt du cœur complet, on ne déplace pas un corps pour le mettre sur une chaise. Alors si c'est un pompier qui a fait une erreur et a déplacé un corps sur une chaise, on va lui pardonner, mais s'il y en avait plusieurs au pluriel, on ne va pas nous faire croire qu'au SAMU de Paris, tous les pompiers de Paris ignorent que quand un cœur est complètement arrêté, on ne déplace pas le corps, on le met sur une civière et le déplace progressivement. Quel est le pompier, c'est la conclusion, qui soulèverait un corps d'un homme qui a eu un arrêt cardiaque complet pour mettre ce corps sur une chaise? Enfin, je veux dire, vous dites ça à un pompier, vous dites ça au secours, vous dites ça dans n'importe quel hôpital, ils vont dire, attendez, c'est quoi l'histoire que vous nous racontez? S'il a un arrêt du cœur complet, on ne va pas le mettre sur une chaise.
alors que le cœur est encore faible et vient à peine de redémarrer. Quand le cœur redémarre, tous les pompiers vous le diront, après un arrêt du cœur, le cœur est faible. Tous les pompiers vous le diront, les SAMU, les médecins, les secouristes, tout le monde vous le dira, après un arrêt du cœur, le cœur est un petit peu plus faible au redémarrage et donc on prend des précautions spéciaux. Mais là, dans les pompiers au pluriel, on apprend donc qu'ils étaient plusieurs, donc plusieurs à être d'accord, à mettre un homme sur une chaise. Merci Monsieur Garcia et merci de votre lettre chaleureuse et je vais regarder sur YouTube comment vous suivre. Je vais vous suivre. Et surtout un gros bisou à Claude François Junior, aux Claudettes, à Sylvia Borg et à tous ceux qui nous suivent. Je vous aime tendrement. À bientôt sur YouTube pour une nouvelle émission. J'espère qu'il vous passionnera sur le sujet de la mort de Claude François.